Friedrich, vous êtes donc économiste. Toutes les questions liées à l'économie et au commerce international, ça paraît un peu éloigné de nos réalités quotidiennes. C'est vrai, et je crois que c'est une tâche très importante pour nous dans les Nations Unies, mais également pour les économistes et pour les institutions professionnelles de mieux expliquer et communiquer les relations entre, par exemple, l'économie et le développement. Notre conviction au Centre du commerce international et à l'ONU, c'est clair que pour le développement, la croissance est importante et ce sont les échanges de commerce international qui peuvent vraiment faciliter les changements. Patricia, je veux vous citer un exemple. Par exemple, dans les 15 dernières années, je crois qu'il y a autour de 400 millions de personnes qui ont pu échapper à la pauvreté extrême grâce à la croissance économique en Asie, mais pas uniquement en Asie. Et il y a un facteur très important dans cette croissance a été le commerce international. À vrai dire, je crois qu'il n'y a aucun pays qui a pu se développer rapidement sans utiliser le commerce comme une façon d'aller de l'avant. Alors vous êtes plutôt optimiste sur la manière dont les relations internationales et le commerce se développent, les relations nord-sud aussi? Je crois qu'il y a quelques pays un peu partout dans le monde qui ont vraiment su bénéficier du commerce international et du développement. Et en général, c'est vrai que nous avons traversé une période avec une croissance très rapide du commerce, mais c'est clair, il y a également un nombre de pays, surtout les pays les moins avancés, surtout en Afrique, mais également en Asie, qui continuent d'avoir une situation très difficile et où les questions de la pauvreté se posent aussi d'une manière aussi sévère qu'avant. On entend dire aussi beaucoup que le fossé se creuse entre les nantis et puis les pauvres. Oui, c'est vrai, mais de l'autre côté, j'ai eu vraiment le privilège de suivre le développement dans pas mal des pays pendant les 3 dernières décennies. Et c'est très clair aussi qu'il y a vraiment un développement, il y a des changements, il y a une amélioration dans beaucoup, pas dans toutes, mais dans beaucoup de pays qui ont su appliquer une politique qui favorise l'éradication de la pauvreté. Alors le Centre de commerce international pour lequel vous travaillez a été créé en 1964 par l'ONU pour permettre aux petits pays et aux petits exportateurs d'accéder au commerce international et de se développer durablement. Nous revenons sur le rôle de cette institution internationale grâce au reportage de François Stuck. À Genève siègent bon nombre d'organisations dont le Centre du commerce international, le CCI ou ITC dans sa version anglaise, une agence peu connue du grand public qui a été créée en 1964. Le CCI est né de l'histoire, tout simplement, puisque la première étape, c'est après la Seconde Guerre mondiale, on reconstruit l'ordre économique international, création de la Banque mondiale, du FMI, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, et il devait y avoir un petit dernier qui n'est pas né, qui était l'Organisation internationale du commerce. Et puis il y a la décolonisation. Donc dans les années 60, on a une vague de nouveaux États qui viennent adhérer au système. Et là, on s'aperçoit que ces nouveaux États n'ont pas les mêmes capacités, ils ne sont pas industrialisés, c'était d'anciennes colonies, et ont besoin d'être aidés davantage que les autres pour commercer. Donc en 64, le GATT impulse la création du Centre du commerce international. En 68, ça devient une institution commune entre le GATT et la CNUSED. Et donc aujourd'hui, nous sommes une agence conjointe de la CNUSED et de l'Organisation mondiale du commerce. CNUSED comme conférence des Nations Unies sur le développement qui a pour mission d'intégrer les pays les moins avancés dans l'économie mondiale. Une politique mise en œuvre par le CCI. Les missions du Centre du commerce international, c'est d'aider les pays en développement à s'insérer dans le commerce mondial en se centrant sur leur frange la plus faible, c'est les PME des pays les plus pauvres. Les 18 et 19 juillet, dans l'enceinte de l'OMC, s'est tenu le 3e examen global de l'aide pour le commerce. De nombreux représentants des pays africains étaient présents, comme cette délégation d'ECOWAS, une organisation d'Afrique de l'Ouest pour le développement économique, aidée par le CCI. Ils interviennent dans le cadre du renforcement des capacités d'analyse du marché mondial d'une part, et puis le renforcement des capacités des structures exportatrices pour leur permettre d'abord identifier
un certain nombre de produits porteurs, d'améliorer la chaîne des valeurs et de pouvoir livrer ces produits-là sur les marchés internationaux avec les standards recherchés. Dans une autre salle de l'OMC, le CCI avait organisé une conférence sur le rôle essentiel des femmes dans le développement économique de ces pays. Une aide qui consiste en particulier à jouer les intermédiaires entre les centrales d'achat occidentales et les entreprises exportatrices. Et c'est pour ça que nous travaillons simultanément au niveau de l'entreprise elle-même. On va la former sur tous les points d'accès au marché, les normes, qualité, le transport, etc. Et puis on va créer aussi des institutions ou renforcer les institutions qui vont l'appuyer. Et donc nous organisons ces dialogues entre le secteur privé et le secteur public sur la formulation des politiques d'exportation. Et c'est par cet ensemble de systèmes qui permet d'améliorer progressivement l'environnement dans lequel l'entreprise agit et se développe que nous arrivons à, de manière durable, créer un soutien à la dynamique d'exportation dans ces pays. Alors Friedrich, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, on connaît surtout le rôle sécuritaire ou le rôle politique, mais on connaît moins toutes ces institutions internationales qui lui sont liées. Quel est leur rôle ? Oui, en fait, Patricia, c'est dommage parce qu'ici à Genève, il y a beaucoup de travail très concret qui nous concerne tous les jours, qui est fait ici. Alors, il y a par exemple les questions des normes de travail, il y a les questions de la météorologie, il y a, par exemple, toutes les questions de communication. Il y a un autre exemple, peut-être vous avez vu une fois qu'il y a des camions en Europe qui ont une plaque bleue avec les 3 lettres TIR, ça veut dire le transport international routier. Et en fait, c'est une approche qui a été développée ici à Genève par la Commission économique pour l'Europe pour faciliter le transport des biens à travers des frontières. Alors, vous avez la santé, vous avez toutes les organisations, la propriété intellectuelle, avec un travail d'harmonisation qui est indispensable dans un monde globalisé et qui, à mon avis, est vraiment le cœur de la nécessité d'avoir les Nations Unies. Alors vous voyagez beaucoup. Il y a quelques semaines, vous étiez à Abidjan. Il y a 2 jours, quand je vous ai envoyé un texto, vous étiez à Dubaï. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans ces pays? Alors, l'ITC, notre organisation, travaille dans beaucoup de pays en voie de développement et c'est essentiel que nous sommes là avec nos partenaires parce que ce sont eux qui doivent décider comment on va gérer nos projets. Et par exemple, à Abidjan, nous avons lancé un grand projet de développement parce qu'avec pour le nouveau gouvernement, c'est essentiel maintenant d'adresser les problèmes de l'emploi, de créer des revenus. Et nous avons un projet qui est financé par l'Union européenne pour développer une stratégie de développement de petites et moyennes entreprises afin de créer des emplois, afin de sortir de cette situation économique qui est très difficile. Et par exemple, à Accra, où j'étais une semaine avant, il y avait une réunion des commissions économiques de l'intégration en Afrique où nous travaillons avec ces institutions afin de promouvoir le commerce sud-sud. Parce qu'après la crise, ça c'est une des grandes priorités. Comment est-ce qu'on peut intensifier les échanges entre les pays voisins et en Afrique, mais également entre les pays en Afrique et en Asie. Et pour les pays les moins avancés, en fait, ce sont les pays émergents qui achètent le plus de leurs produits. Et je crois que vous avez beaucoup contribué aussi à exiger davantage de transparence dans le fonctionnement et dans les financements internationaux. Alors, est-ce que ça vous a posé des problèmes ou... C'est vrai que le Centre du commerce international a beaucoup travaillé dans le domaine de rendre plus transparentes les échanges. Et on a vu qu'aujourd'hui, dans une économie de marketing, que l'information commerciale est absolument indispensable pour réussir. Mais comment est-ce que je peux trouver des marchés à l'étranger si je suis un petit exportateur ou producteur en Afrique de l'Ouest ou en Asie centrale? Et c'est pourquoi nous avons développé des banques de données qui rendent plus transparente surtout l'identification des nouveaux marchés
l'identification d'acheteurs, mais également les conditions et les obstacles qui interviennent. Par exemple, les obstacles tarifaires, les obstacles non tarifaires, les normes volontaires qui sont très importants aujourd'hui et où c'est pas uniquement important pour nous comme consommateurs de les comprendre, mais également comme producteurs dans un pays en voie de développement. Je dois savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la certification de certaines normes et standards, quels sont les avantages. Et pour ça, nous avons développé plusieurs banques de données qui sont accessibles sur notre site web. Et vous avez là, nos partenaires ont accès à ces données pour faciliter leurs exportations. Et alors, en quoi ça nous concerne, nous, citoyens lambda ou observateurs un peu lointains de ces échanges internationaux? Est-ce qu'on a un rôle à jouer on va dire, dans l'amélioration de ces relations ou dans l'éradication de la pauvreté? Prenons le café. Ouais. Il y a, par exemple, je crois, autour de 26 millions de personnes qui travaillent directement pour la production de café en 52 pays. Et la plupart, autour de 70%, sont des femmes. Et alors, l'ITC contribue aux exportations du café, comme un exemple, en créant de la transparence. On a, par exemple, produit un guide sur le café pour les exportateurs et les producteurs du café. Nous travaillons avec des pays pour développer des stratégies pour renforcer les exportations du café. On vient de faire ça, par exemple, au Congo, comme un exemple. Et puis, nous avons également développé des approches très directes, comme par exemple une initiative qui s'appelle Cup of Excellence et qui permet aux petits producteurs des cafés spécialisés de devenir plus visibles et de commercialiser leur café d'une manière qui n'aurait pas été possible sans ces outils. Alors nous avons toujours l'approche de travailler simultanément au niveau politique, au niveau des institutions comme les chambres de commerce, les associations et avec les producteurs et les exportateurs directs. Mais alors moi, quand je prends mon caddie le samedi matin ou le mercredi soir et que je vais dans ma grande surface ou dans mon petit supermarché, à quoi je dois être attentive ? Je crois que chacun de nous a la possibilité de contribuer au développement en étant un consommateur attentif et vigilant. Et je crois une première question qui est très importante, c'est regarder d'où viennent les produits qu'on achète. Et pour moi, je suis toujours très content si je peux appuyer le commerce, les exportations des pays en voie de développement. Si je vois par exemple que le T-shirt que je mets, c'est fait en Cambodge, qui exporte aujourd'hui pour plus d'1 milliard de dollars des T-shirts. Et si j'achète des mangues qui sont produits, par exemple, au Mali, peut-être avec l'assistance de l'ITC. Et si également dans le domaine des services, par exemple, si nous voyageons, je crois il y a par exemple des chaînes hôtelières et il y a des services où c'est très clair qu'il y a un plus grand impact sur l'élimination de la pauvreté que dans d'autres. Alors, est-ce qu'il existe un label ? Alors, il y a beaucoup de labels. En fait, on estime aujourd'hui qu'à peu près un cinquième, autour de 20-22% des produits alimentaires, par exemple, ont des normes et des labels. Et en fait, c'est devenu assez difficile pour nos consommateurs de bien comprendre la signification de tous ces labels différents. Et pour ça, de nouveau, vous trouvez sur nos sites web de l'information sur ce qui signifie exactement un label. Et je crois maintenant que moi, j'ai comme consommateur un peu l'obligation d'apprendre pour les poissons que j'achète, pour les fruits, pour les différents produits, n'est-ce pas, quels sont les labels qui correspondent aux objectifs pour lesquels moi,
je veux vraiment m'engager. Est-ce que c'est, par exemple, le changement du climat? Est-ce que ce sont des points comme la promotion des femmes, etc. Et je crois maintenant, les labels, ça c'est une approche très intéressante pour nous comme consommateurs de mieux faire. Bien sûr, oui.